Voilà, c'est parti. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là, l'idée, ça avait été de dire: on va séparer notre chargement en 2 chargements. Le premier, celui qu'on a déjà résolu, c'est on coupe la canette. D'abord, on ne charge la canette que sur sa surface latérale interne, avec la pression interne, que j'ai nommée ici P sur le transparent. Et ensuite, on va équilibrer une demi-coque de la canette et on va faire l'équilibre entre ici ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle la résultante des efforts externes. Voilà, ça c'est 2RH fois la pression interne. Et puis cette chose-là, là, eh bien, tout ça, c'est la résultante des efforts internes. Alors, il n'y a pas de vecteur parce que tout ça, c'est une projection suivant l'axe E-θ dans notre cas. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a pu déterminer ce que valait la déformation, tout le tenseur de déformation, en fait, toutes les composantes. On a un tenseur diagonal d'ailleurs, puisqu'on est dans les axes principaux. Et donc on l'a appelé epsilon indicé petit 1, qui veut dire que c'est la déformation à l'intérieur de la canette, donc pour le chargement petit 1. Une fois qu'on avait fait ça, il nous restait à faire la même chose pour l'autre chargement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc l'autre chargement, le petit 2 ici, c'est la pression qui est appliquée sur les fonds de la canette. Donc il y en a deux, hein, les couvercles. Voilà. Et donc on va voir comment on peut équilibrer ça. Donc si je refais un petit dessin, on va cette fois-ci couper la canette, mais dans le sens transversal. Voilà, donc ça c'est un de mes fonds, ça c'est le fond de la canette. Et la section qui va nous intéresser va être ici. C'est cette section-là. Donc sur cette section-là, donc contrairement à la dernière fois, donc la pression qu'on va considérer n'est que sur le fond. Donc comme je suis en train d'équilibrer cette demi-canette, eh bien je vais avoir sur le fond inférieur une pression P. Et qu'est-ce qui va équilibrer cette pression P? Eh bien, c'est ici une composante de mon tenseur des contraintes. Donc là, je vous rappelle que je suis suivant l'axe EZ. Et donc ici, tout ça, c'est sigma ZZ qu'on va considérer constant et homogène, donc quel que soit l'endroit où on se trouve sur la section. Alors ça va être sigma ZZ de 2 parce que c'est celui de l'état 2. Donc, encore une fois, là ça va très très vite hein, quand on fait les calculs. Maintenant, si vous vouliez qu'on détaille, ce serait beaucoup plus long. Il faudrait réécrire l'intégralité de sigma, le contracter une fois à la normale et l'égaler effectivement donc au vecteur contrainte. Ensuite, il faudrait intégrer sur la surface qui est en jaune ici, eh bien, ce vecteur contrainte, ds, et ça va me donner ma résultante des efforts internes. Et ensuite, pour pouvoir trouver la résultante des efforts externes, eh bien, il faut regarder ce qui se passe cette fois-ci donc, sur le fond. Et ça me donne directement la résultante des efforts externes. Donc, si on fait tout ce calcul-là, on va trouver à la fin que 2pi r e sigma zz de 2, donc ça, c'est le résultat de mon intégrale que je viens de noter ici. Donc ça, c'est la résultante des efforts internes. Eh bien, cette résultante des efforts internes doit être égale à la résultante des efforts externes. Alors, pareil, hein, je n'ai pas mis de vecteur, tout simplement parce que ici, je suis porté par EZ. Hein. Je n'ai qu'une composante qui est portée par EZ. Et donc là, la pression qui s'exerce sur le fond a une surface de pi grand R carré et c'est P. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça, c'est ma résultante des efforts externes. Une fois que j'ai ça, du coup, je peux en déduire ce que vaut sigma zz de l'état 2. C'est égal à R, P sur E, qui est l'épaisseur de la canette. Voilà un résultat donc intéressant. L'état de contrainte suivant donc le chargement 2 va s'écrire du coup sigma RR de 2 suivant la composante ER tensorielle ER, donc ça c'est une inconnue, plus
sigma ZZ de 2, suivant EZ tensoriel EZ, et ça, ce n'est pas une inconnue, c'est quelque chose que je connais. Donc, je connais puisque je viens de le calculer à l'instant. Je vais passer, comme pour le chargement 1, grâce à la loi de comportement, eh bien, je vais passer au tenseur de déformation epsilon de l'état 2, et je vais trouver que epsilon de l'état 2, c'est égal à 1 sur E, facteur de sigma RR de l'état 2, moins nu sigma ZZ de l'état 2, ER tensoriel ER, moins nu, il faut que j'écrive bien mes nus, parce qu'après on me demande si c'est des V, donc je réécris comme il faut, moins nu sur E, facteur de sigma RR 2 plus sigma ZZ 2. Ça, c'est porté par Eθ tensoriel Eθ. Et le dernier, plus 1 sur E, sigma ZZ 2, moins nu sigma RR 2, porté par EZ tensoriel EZ. Voilà, donc ça, c'est mon état de déformation qui correspond au chargement 2, et donc à mettre en relation avec celui-ci, celui du chargement 1. Alors, la relation qu'on va utiliser maintenant entre les deux est assez simple. Vu qu'on veut faire de la superposition de chargement, eh bien, on va tout simplement additionner ces deux états de déformation. Donc, on va écrire maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir écrire directement que notre état de déformation correspondant au chargement total, qu'on va appeler simplement epsilon, eh bien, c'est epsilon du chargement 1 plus epsilon du chargement 2. Attention, je mets quand même encore un gros faites attention. Ceci, c'est valable uniquement en hypothèse de petite perturbation. On ne peut pas faire cette chose-là si on était en grande transformation. Donc là, c'est vraiment parce qu'on a les petites perturbations qu'on peut faire ça. Alors, on va faire l'addition de ces deux choses-là et on va trouver quoi? On va trouver ça. Epsilon. Alors, je ne sais pas si je vous le mets, on va le mettre comme ça, on va l'écrire totalement. Ça fait sigma RR. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Partout, là, je vais avoir du sigma RR de 1. C'est important. Ce sigma RR de 2 qui est là, c'est une inconnue. Chaque fois que je rencontre sigma RR de 2, c'est une inconnue. Et ici, là, chaque fois que je rencontre sigma RR de 1, c'est un truc que je ne connais pas. Alors, je ne connais pas non plus sigma θ θ, hein, bien sûr, mais en tout cas, là, celui-là, je ne le connais pas. Donc, du coup, pour pouvoir travailler, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Si, en fait, le sigma θ θ, pardon, celui-là, je le connais, le 1. Celui-là, je le connais. Voilà. Donc, pour pouvoir travailler, ce que je vais faire, je vais effacer ça. Eh bien, je vais considérer que sigma RR, qui est une inconnue, hein, ça va être la somme de sigma RR de l'état 1 plus la somme de sigma RR de l'état 2. Alors, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe parce que vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça. Il se trouve que quand je vais additionner les deux états, je vais tout le temps me retrouver avec cette somme-là, le sigma RR de l'état 1 plus sigma RR de l'état 2, alors quelquefois multiplié par le coefficient de Poisson, mais peu importe. Donc du coup, pour alléger les écritures, je vais le nommer directement sigma RR, cette somme inconnue. Voilà, donc une fois que j'ai écrit ça, je peux écrire l'addition effectivement de mes deux états, ce qui va me donner 1 sur E, sigma RR, cette fameuse somme là, qui intervient tout de suite, moins nu sigma ZZ de l'état 2, plus sigma θ θ de l'état 1. Il faut faire attention, là, ça commence à être un peu compliqué. Ça, c'est le terme porté par ER tensoriel ER, plus sigma θ θ de l'état 1, moins nu sigma ZZ de l'état 2, moins nu sigma RR porté par Eθ tensoriel Eθ, et le dernier terme qui va être plus
sigma zz de l'état 2, moins nu sigma θ de l'état 1, moins nu sigma rr, le tout porté par EZ, tensoriel EZ. Et je ferme la parenthèse. Ça, c'est la parenthèse en fait que j'avais ouverte au tout début, là, pour le 1 sur E, qui était là. Voilà, donc ça, c'est mon tenseur de déformation. Et donc, du coup, eh bien, si je note maintenant mon tenseur complet de déformation, si ces composantes, je les note epsilon RR, epsilon θ, epsilon ZZ, eh bien, par identification, je vais avoir un système de 3 équations. La première équation, ça va être que epsilon RR de mon état total, eh bien, ça va être cette composante-là. Donc, c'est toute cette composante qui est là avec le 1 sur E devant. Voilà, ça, c'est mon epsilon RR de mon état total. Donc, ça fait 1 sur E. Alors, j'aurais pu éviter de... On va éviter de les réécrire. On va faire un petit peu de copier-coller, là. Voilà, ça. Copier. Et là, un petit coup de coller, s'il veut bien. Voilà. Donc ça, c'est 1 sur E. Le seul truc qui me manque, c'est peut-être une petite parenthèse. On va avoir la même chose pour epsilon θ. 1 sur E fois ce terme-là. Voilà. OK. Et le dernier, epsilon ZZ. Epsilon ZZ qui va être égal à 1 sur E fois le dernier terme. OK. Donc là, j'ai un système avec 3 équations. OK. Qu'est-ce que je connais dans ce système à 3 équations? Je connais, alors je vais mettre en vert ce que je connais. Je connais epsilon θ. Je connais epsilon ZZ. Alors pourquoi je les connais? Je les connais parce qu'on a collé des jauges. Et les jauges, une fois qu'on les a eu collées, elles nous ont donné en réalité un tenseur de déformation dans le plan tangent donc, à ma canette. Je vous refais un petit dessin, j'avais ma canette, voilà, comme ça, je suis dans le plan tangent, et là, j'avais une jauge collée comme ça, une jauge collée comme ça, et une jauge collée comme ça, donc à 45 degrés. Donc là, je suis dans le plan de la canette. Si vous regardez bien, en fait, celle-ci va me donner presque epsilon θ, et celle-ci va me donner presque epsilon ZZ. Alors pourquoi presque? Parce que je ne suis pas collé exactement dans les axes principaux de ma sollicitation, parce que c'est très très difficile de le coller exactement dans l'alignement. Et donc, du coup, je vous ai demandé derrière, vous aviez juste à faire ça, c'est calculer entre autres les valeurs propres pour pouvoir trouver le epsilon θ, epsilon ZZ, mais dans les axes principaux de la sollicitation. Alors, avec les données que je vous avais fournies, qu'est-ce que je vous avais fourni à l'époque? Je vous avais donné les valeurs numériques la dernière fois. Voilà, je les ai ici. Donc ça, c'est ce que j'avais appelé la jauge 1. Ensuite, j'avais la jauge 2 qui était là-haut, et celle qui était là, c'était la jauge H. C'était JH en fait, c'était dans la direction H. Donc, qu'est-ce que je vous avais donné? On va reprendre quand même ça pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Je vous avais donné que ce qu'on avait mesuré, pardon, donc on avait mesuré J1 nous avait donné moins 380 10-6. La jauge 2 nous avait donné moins 90 10-6. Alors faites gaffe, la jauge 2, c'est celle qui est là-haut. Là. Et ensuite, la jauge suivant H nous avait donné moins 261 10-6.
Donc ça vous avait permis ensuite de trouver du coup dans le repère des jauges ce que valait le tenseur de déformation à la surface de la canette en ce point-là. Et on avait trouvé que donc, du coup, epsilon, ça valait moins 380 10-6, suivant cette direction-là. Ça valait moins 90 10-6. Et ici, là, sur pardon, et ici, le epsilon 1,2. Est-ce que quelqu'un là, le epsilon 1,2, parce que j'ai oublié de le noter, si vous pouviez me le donner. Quelqu'un l'a calculé? Allô, allô? Est-ce que quelqu'un a calculé cette valeur de epsilon 1,2? Je vous écoute. Donc c'est mon tenseur de déformation donc à l'intérieur. Moi, j'ai moins 261 10-6. Moi, ça c'est pas possible parce que ça c'est JH. Ah, ok. C'est ce que me donne la jauge en fait dans la direction H. Donc non, ça doit pas être ça. Hein. Quelqu'un, une autre valeur? Donc pour trouver ça, il suffisait de refaire le TD en fait qu'on avait. Oui, Lisa? 26, 10, moins 6, je crois. Il y a un moins devant? Oui, là, moins. Merci. Ouais, ça me parle effectivement. Moins 26, 10, moins 6. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a donc dans le repère des jauges en fait. Hein. Ça c'est le repère des jauges qui est donné ici. Donc c'est le repère que j'ai appelé, dans les jauges, je l'ai appelé E1, E2. Voilà, c'est dans ce repère-là en fait. Hein. Et puis E3, bah, on n'a rien, parce qu'effectivement on ne sait pas ce qu'on a. En fait là on a peut-être un epsilon 3,3, mais on ne le connaît pas, parce qu'on n'a pas mis de jauge suivant la direction perpendiculaire à la canette, donc on ne peut pas le connaître. Voilà, donc une fois qu'on avait ça, pour pouvoir se ramener au fameux epsilon θ, epsilon zz qui sont notés en vert là-haut, eh bien, il fallait calculer ces mêmes valeurs, mais dans les directions propres, donc dans la base propre en fait du tenseur. Donc pour pouvoir faire ça, bah, le plus simple, vu que vous êtes en 2D, il n'y a pas trop à se casser la tête, vous reprenez les jolies formules qu'on vous a données, que vous avez déjà calculées. Ben, la première valeur propre, que vous êtes en 2D, c'est 1 demi de epsilon 1,1 plus epsilon 2,2 plus 1 demi de la racine carrée de epsilon 1,1 moins epsilon 2,2 au carré, plus 4 fois epsilon 1,2 au carré. Donc cette relation-là, s'il vous plaît, mettez-la dans votre formulaire ou dans votre document de synthèse, parce que chaque fois que vous allez avoir un tenseur d'ordre 2 qui est dans le plan, c'est-à-dire que vous n'avez que 4 composantes, ou alors dont vous connaissez une des valeurs propres, donc ici, bah, il y a une des valeurs propres qui est là, qu'on connaît, hein. Ça c'est une valeur propre, hein, elle vaut 0. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez directement utiliser cette relation. Ce n'est pas la peine de recalculer le déterminant le déterminant de A moins lambda de l'identité. Ce n'est pas la peine de résoudre le polynôme caractéristique puisque vous les avez résolus une fois pour toutes. Et donc, les deux valeurs propres, eh bien, c'est la deuxième, c'est la même chose, sauf que vous avez un moins ici qui vous donne donc les valeurs propres principales. Alors ici, quand vous faites le calcul, vous allez trouver qu'il y en a une qui vaut moins 382 10-6 et l'autre moins 87 10-6. Donc ensuite, eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est qu'elles ne sont pas classées forcément ces valeurs propres dans le même sens que ce qu'on trouve là. Donc on voit que celle qui correspond au moins 380, qui est epsilon θ, eh bien, c'est la plus petite valeur propre. Donc du coup, le epsilon θ, c'est epsilon grand 2, et numériquement, ça vaut moins 382 10-6. Et le epsilon zz, bah, c'est l'autre. Donc c'est la plus grande des valeurs propres qui vaut moins 87 10-6. Alors vous voyez qu'en réalité, si vous regardez par rapport aux données qu'on avait dans le repère donc E1, E2, on est presque aligné avec les axes principaux. Ce qui est normal puisque le moins 26, 10-6, c'est quand même très petit devant le moins 380 et devant le moins 90. Alors, je me suis amusé à faire le calcul de l'angle θ entre E1 et E grand 1. Alors là, en E grand E, entre autres, eh bien cet angle-là, il est de l'ordre de 5 degrés. Donc la personne qui a collé les jauges, en fait, s'est trompée à peu près de 5 degrés. Jérémy, tu as une question? Oui.
Si juste vous pouviez me confirmer que la formule pour avoir directement les valeurs principales des déformations, elle fonctionne aussi Oui. pour les contraintes. Alors, c'est même mieux que ça, elle fonctionne absolument pour tous les tenseurs d'ordre 2 dans le plan, Oui, qu'ils soient ok. des contraintes. Tu peux avoir aussi des tenseurs d'ordre 2 d'inertie. Tu sais, les tenseurs d'inertie, bah, c'est pareil. Oui, C'est exactement la d'accord, même relation. Ouais, ouais, je te confirme. C'est d'ailleurs d'accord. pour ça qu'elle est autant importante, hein, et qu'il faut vraiment l'avoir sous la main parce que quand on vous donne des examens, la plupart du temps, on vous fait travailler dans le plan parce que sinon les calculs sont trop compliqués. Et donc, du coup, bah là, vous gagnez un temps fou parce que vous avez directement la réponse. Ouais. Merci beaucoup. Romain? Oui, j'avais une question. Comment on sait quel est Eθθ et EZZ par rapport à Alors, E2 alors ici, en fait, comment je l'ai su? C'est simple, hein, j'ai simplement regardé, tu vois, mon epsilon 1,1, c'était moins 380. Mon 1,1 correspond à la direction θθ, enfin θ, Eθ. Ok, D'accord? Et donc, c'est comme ça que j'en ai déduit qu'en réalité, la valeur propre la plus proche, c'était moins 382, 10 moins 6. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait là, hein. ok, Après, merci. c'est pas un problème si simple que ça apparaît, hein. En réalité, pour trouver exactement donc, à quelle valeur propre ça correspond, il y a quelquefois, ça peut être assez difficile à trouver. Bon, là, c'est très facile parce qu'effectivement, on avait les valeurs numériques, donc il n'y avait aucun problème. Sinon, c'est pas si simple que ça, hein, effectivement. D'accord, merci. Donc, Romain, c'est bon. Voilà, donc du coup, bah, ça y est, là, j'ai effectivement la connaissance de ces deux valeurs-là grâce à mes jauges. Je peux revenir donc sur mon système d'équations. Là, je vais juste faire du coloriage, hein, je ne vais pas du tout faire autre chose. Et donc, sur ce système d'équations, je vais continuer. Maintenant que je vous ai montré comment on trouvait les valeurs connues, bah, je vais continuer pour savoir en fait où sont mes valeurs inconnues. Alors, mes valeurs inconnues, qu'est-ce que j'ai comme valeur inconnue là-dedans? Bah, je vais avoir epsilon RR, voilà, donc ça va être inconnu. Donc, je vais le mettre en rouge. Ça, c'est quelque chose qui est inconnu. J'ai sigma RR qui est inconnu. J'ai quoi d'autre? Bah, ce sigma RR là qui est inconnu, ce sigma RR qui est inconnu. Normalement, alors après, il faut que je détaille un peu plus ce système parce que le problème, c'est que dans sigma ZZ et sigma θθ, j'ai à la fois des choses connues et la chose inconnue. Parce que, entre autres, dans sigma ZZ et sigma θθ, j'ai P qui va intervenir, qui est une inconnue. Par contre, j'ai d'autres paramètres comme la géométrie, le rayon, l'épaisseur, qui sont connus. Donc, à partir de là, je ne peux pas trop en déduire pour l'instant ce que je peux faire. Donc, je vais le réécrire, en fait, ce système. Donc, ce système grand 1, là, je vais le réécrire, mais effectivement en remplaçant sigma zz de 2, sigma θ de 1 par ce que je connais ou pas. Voilà. Donc on y va. Donc ce système que j'ai appelé ici grand 1, je le réécris simplement. Ça va me donner epsilon RR qui va être égal à 1 sur E sigma RR moins nu. Et vous allez voir que donc, le sigma zz de 2 plus sigma θ de 1 va se transformer en simplement moins mu 3 R ma pression interne divisée par 2E. Mon epsilon θ, il va être égal à 1 sur E facteur, alors là, il faut faire un petit peu plus de calcul pour arriver à ça, effectivement, 2 moins nu sur 2, RP, divisé par E, moins nu sigma RR. OK, et epsilon ZZ, ça va être égal à 1 sur E, 1 moins 2 nu sur 2, RP sur E, moins nu sigma RR. Voilà, donc là, on va y voir un tout petit peu plus clair. Alors, mes inconnus sont toujours au même endroit, hein, ça n'a pas de problème. Et mes inconnus qu'il faut que je détermine, elles sont là. Donc, j'ai toujours epsilon RR qui est inconnu, sigma RR qui est inconnu. Donc ça, c'est inconnu, ça, c'est inconnu. Et bien sûr, P, c'est inconnu, puisque c'est ce que je cherche, en fait, hein. Donc là, P est inconnu. Donc, normalement, tout le reste, en fait, est connu. Le coefficient de Poisson, je le connais parce que j'ai fait un essai de traction. Pareil pour le module de Young. Le rayon, je l'ai mesuré. L'épaisseur, je l'ai mesuré.
donc une fois que ça c'est fait, vous apercevez qu'en réalité, il me reste 3 inconnus et 3 équations. Donc c'est parfait. Si tout va bien, je peux résoudre mon système et trouver les 3 inconnus. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc après résolution, eh bien, on trouve que la première inconnue, qui est celle qui m'intéresse le plus, P, c'est 2 fois le module de Young fois l'épaisseur, fois epsilon θ θ moins epsilon zz. Et je vous rappelle que ça, c'est connu puisque c'est donné par les jauges. Facteur de 1 plus nu divisé par le rayon de la canette. Voilà, donc ça, j'ai déterminé θ, enfin, P, ma pression interne, c'est ce que je cherchais. Alors du coup, je peux déterminer des choses qui ne m'intéressaient pas forcément, mais bon, vu que je les ai, je peux quand même les donner. Sigma RR, par exemple, donc la contrainte donc, dans l'épaisseur de la canette, suivant ER, eh bien, ça vaut E sur mu, facteur de 1 plus mu, facteur de epsilon θ θ, connu, moins 2 epsilon zz, connu, plus nu, facteur de epsilon zz, moins 2 epsilon θ θ. Tout ça, c'est connu. Et enfin, j'ai sigma θ θ qui est égal à 2e epsilon θ θ moins epsilon zz divisé par 1 plus nu. Et la dernière chose que je peux calculer, du coup, c'est sigma zz, donc qui vaut E facteur de epsilon θ θ moins epsilon zz sur 1 plus nu. Voilà. Donc ça, en fait, je peux tout calculer. Alors, le seule chose qui m'intéresse ici, effectivement, et je pense que j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que, mais non, j'avais bien dit, en fait, c'est que ici, effectivement, j'ai epsilon zz qui est la somme des deux, et sigma zz qui est la somme des deux sigma zz de l'état 1 et de l'état 2. Mais comme il n'y en avait pas en état 1, c'est que celui de l'état 2. Voilà, ça c'est sigma zz. Donc effectivement, c'est le même que le sigma zz de l'état 2. Voilà, donc j'ai terminé la résolution de mon problème. Alors après, vu que normalement ce TD est un TD, eh bien, donc qu'est-ce que je viens de dire? Ce TD que je viens de vous faire, normalement c'est un TP, donc on vous demande de coller des jauges, de faire les mesures, etc. Et bien sûr, on a des valeurs numériques, donc les valeurs numériques, je vous les ai données tout à l'heure. Epsilon θ θ, c'était moins 382, 10-6, et epsilon zz, moins 87, 10-6. Ça vous donne une pression, si vous êtes en millimètres, au niveau de l'unité et en newton pour les efforts, vous allez trouver moins 0,198 mégapascal. Donc vous voyez que vous avez environ moins 2 bars. Alors pourquoi on a moins de bars? Parce qu'on fait une dépression, parce qu'on remet la canette qui était en surpression à la pression atmosphérique. Et donc ce moins 2 bars, vous voyez que c'est quand même pas si petit que ça, parce que 2 bars, c'est à peu près la pression qu'on met dans les pneus de voiture, par exemple. Donc une canette, en fait, c'est à peu près aussi gonflé qu'un pneu de voiture. Et donc ça va engendrer des contraintes qui sont quand même assez importantes. Alors si on fait le calcul maintenant des autres valeurs de contraintes, on voit que sigma RR, c'est environ 7,4 mégapascal. OK. Vous voyez que sigma θ θ, c'est environ moins 93,2 mégapascal. On a le signe moins parce que c'est toujours pareil. On part de l'état de référence qui était chargé et on décharge, donc la canette se comprime. Et on a sigma zz qui est égal à moins 46,6 mégapascal. Alors l'avantage, c'est qu'en ayant tout mon tenseur de contraintes, eh bien, je peux calculer la contrainte équivalente. Et la contrainte équivalente à l'intérieur des parois de la canette, eh bien, c'est 87 mégapascal. 87 mégapascal, là, vous pouvez vous dire que c'est quand même pas rien, puisque si vous aviez en fait un acier très bas de gamme, les aciers très bas de gamme, ils ont des limites d'élasticité qui sont très proches de 90-100 mégapascal. Mais en fait, vos canettes ne pourraient pas tenir. En fait, tout simplement, elles casseraient. Alors, à quoi ça sert de gonfler les canettes? Tout simplement, si vous ne les gonflez pas, vous pouvez les remplir, ça marche toujours. Mais si vous ne les gonflez pas, eh bien, vous ne pourrez jamais les empiler les unes sur les autres pour faire des packs, tout simplement. Et ensuite, ces packs-là, ils sont regroupés donc, à plusieurs packs et on les met donc les uns sur les autres sur des palettes.
Et ensuite, eh bien, on fait ce qu'on appelle un gerbage de palettes. Donc, on vient gerber les palettes, et ça sur plusieurs hauteurs, jusqu'à atteindre, en général, on évite d'aller au-delà de 4 mètres de haut. Et donc, les canettes qui sont tout en dessous, là, eh bien, elles, si elles n'étaient pas pressurisées, mises sur pression, en fait, tout s'écroulerait. Et effectivement, donc, ça ferait un joli gâchis. Donc, voilà pourquoi on pressurise les canettes. Alors, pour la petite histoire, dans l'ETP, vous faites également une simulation numérique avec Abacus. Donc, vous voyez que là, c'est une estimation analytique qu'on a faite, tout simplement. Et avec Abacus, donc un code élément fini, en prenant en compte la vraie géométrie de la canette, les véritables épaisseurs, les propriétés matériaux, on trouve que la contrainte équivalente à l'intérieur de la canette, à peu près à l'endroit où est placée la jauge, eh bien avec Abacus, on trouve 81 mégapascales. Voilà, donc analytiquement, on est un peu plus élevé, donc on est plus conservateur. Et donc sur Abacus, on trouve 80 mégapascales. Donc, vous voyez que c'est quand même pas mal. Pour un simple calcul à la main, on trouve quelque chose de très très proche d'un code élément fini qui vaut très très cher. 6 000 € de location par mois dans une entreprise normale. Voilà, donc on a terminé le TD sur la canette. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Mettez-moi un petit nom si vous n'avez pas de questions, et sinon vous prenez la parole. Allez-y. La contrainte équivalente, c'est la contrainte de von Mises? Oui, tout à fait. J'ai oublié de le dire, mais c'est la contrainte de von Mises. Tout à fait. Ouais, ok. Donc j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de questions. À partir de là, on fait un petit peu ce que vous voulez. On peut continuer puisqu'on a encore un TD à faire, qui est le TD 11. Donc on peut continuer le TD 11 ou alors on peut passer sur une séance de questions-réponses. Voilà, c'est un peu comme vous voulez. Et puis de la même façon, dans le TD 11, on peut faire les deux exercices ou qu'un seul. Je pense qu'on a le temps de faire les deux. Donc c'est un peu vous qui décidez. Donc je vais vous poser la question. Est-ce qu'on continue sur l'exercice 1 du TT 11 ? Donc, si vous me mettez oui, c'est qu'on fait cet exercice-là. Et si vous me mettez non, c'est-à-dire qu'on passe directement au suivant, par exemple. Ok, et allez, on y va. Donc, l'exercice en question s'appelle l'exercice 11.1. Comme d'habitude, vous retrouverez la vidéo. J'enregistre pour que vous puissiez la retrouver ensuite sur Moodle. Donc, ça se nomme critères de von Mises et de Tresca. C'est vrai que c'est un exercice intéressant parce qu'on vous fait rarement faire des exercices sur les critères. Et si on veut faire du dimensionnement, c'est-à-dire grosso modo CDIM, bien, il faut en fait savoir ce que c'est qu'un critère. C'est un critère au sens dimensionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir dimensionner une structure. Donc ici, on part d'un tenseur des contraintes en un point qui vous est donné. On vous donne ses composantes qui valent 0, C, 0, C, 0, 0, 0, 0, N. Alors, bien sûr, donc ça, c'est donné dans une base EI tensoriologie. Bien sûr, ici, premièrement, le tenseur est symétrique. Ça, c'est une obligation quand on vous donne un tenseur des contraintes, sinon ça veut dire qu'il n'est pas équilibré. Deuxièmement, vu que c'est des valeurs constantes, la divergence de sigma, et vu qu'on ne vous parle pas d'effort de volume, etc., est bien égale à 0. Donc, l'équilibre en tout point est respecté. Donc là, on peut passer directement à la suite, et qui est donc le tricercle de Moore. Donc, j'ai pas sorti l'énoncé, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin. Donc, on va chercher les contraintes principales. Donc ça, c'est la première question. Tricercle de Moore. Et on va chercher donc la contrainte principale, les contraintes principales qu'on va classer. Là, on ne va pas s'embêter, on va les classer. Sigma grand 1 sera toujours supérieur à sigma grand 2, toujours supérieur à sigma grand 3. Alors ça, c'est indispensable de les classer comme ça si on veut pouvoir faire le tracé du tricercle. Pour pouvoir les trouver, alors là, pour le coup, on peut difficilement utiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque ici, on est dans un espace de dimension 3.
Donc, on est obligé de passer par le polynôme caractéristique. Le déterminant de sigma moins lambda l'identité est égal à 0. Et il se trouve que ce déterminant-là, eh bien, est égal également, donc si vous faites le calcul, à n moins lambda facteur de lambda carré moins c carré. Alors en fait, on pouvait s'en douter. Pourquoi? Parce que ici, là, on n'avait que des zéros et le n. Ici, que des zéros et le n. Ça veut dire que n était déjà une valeur principale. Donc du coup, vous pouvez effectivement calculer juste le déterminant de 0 moins c. Donc ça, c'est très vite fait. Et on trouve bien c carré. Donc ça fait bien lambda carré moins c carré. Donc ça, c'est très très rapide. Et donc cette chose-là est égale à 0. Donc ce qui veut dire que maintenant, tout va dépendre en fait des signes de C et de N. Donc tout va dépendre de C et de N. Alors les valeurs propres qu'on a trouvées, sans les classer, hein, c'est N, ça c'est sûr, et puis c'est plus C et c'est moins C. Donc du coup, pour pouvoir classer les contraintes comme ça, on a besoin de savoir qui est plus grand que quoi. Est-ce que n est plus grand que c? Est-ce que n est plus grand que moins c? Etc., etc. Et donc, il faut envisager tous les cas, si on veut répondre à la question. Donc, pour ça, le plus simple, c'est un petit tableau. Donc, le premier cas qu'on va envisager, ce qu'on appelle le cas numéro 1, eh bien, c'est quand on va avoir la valeur absolue de n qui va être plus petite que la valeur absolue de c. Donc ça, en fait, quel que soit n. Et une fois qu'on a fait ça, il y a encore deux cas. Donc là, ça se subdivise encore en deux cas. Donc on continue à appeler le cas 1 le cas où C est supérieur à 0, mais il faudra qu'on envisage aussi le cas où C est inférieur à 0. Donc ça, c'est le cas 2. Donc ça, ça va nous donner un premier état. Et les résultats ici, du coup, maintenant, on va pouvoir classer, comme on a envie. Donc on va pouvoir classer sigma 1 plus grand que sigma 2, plus grand que sigma 3. Voilà, donc en valeur les contraintes principales. Et puis du coup, on va pouvoir calculer également Taux-max, la contrainte de cisaillement au maxi dont on aura besoin pour nos critères, qui vaut 1,5 de sigma 1 moins sigma 3. Alors pourquoi ça vaut ça? Eh bien parce que en fait, Taux-max c'est 1,5 de la contrainte maxi moins la contrainte mini. Et comme on a classé donc par ordre sigma 1, sigma 2, sigma 3, forcément c'est 1,5 de sigma 1 moins sigma 3. Alors, si on est sur le premier cas, alors la plus grande des contraintes, ça veut dire que ça va être plus C, qui va être supérieur à N, voilà, et qui va être lui-même supérieur à moins C. Ça, c'est donc notre premier cas. Si C est négatif, à ce moment-là, sigma 1, c'est moins C, qui est supérieur à N, et qui est supérieur à plus C. Alors vous voyez qu'entre le K1 et le K2, on a juste l'inversion en fonction du signe de C. Donc effectivement, si C est négatif ou pas. Donc du coup, ici, dans le premier cas, en fait, ma contrainte Taux-max, si vous faites le calcul, vous allez trouver que ça vaut C. Et ici, Taux-max vaudra moins C. Oui, parce que quand C est négatif, moins C est positif. Et donc ça, c'est ma contrainte maxi. Donc, en résumé, c'est comme si on vous disait, pour ces deux cas-là, c'est comme si vous aviez la valeur absolue de C comme contrainte de cisaillement au maxi. Voilà, si vous ne voulez pas vous casser la tête sur les signes. Ok, donc ça, c'était le cas pour N supérieur à C en valeur absolue. Alors, on a un troisième cas qui va être N, qui était inférieur à C, pardon, qui va être supérieur en valeur absolue à C. Et là, cette fois-ci, ça va être, encore une fois, on va avoir un nouveau cas. Donc, le nouveau cas, ça va être N positif. Et là, on va avoir de nouveau deux cas, C positif, C négatif. Ça, tout ça, c'est le cas 3. Et comme on va avoir un autre cas avec le cas C négatif, on va l'appeler celui-ci le cas 4. Ça, c'est avec C négatif. Donc, si je fais ça, je fais exactement le même principe. Là, si je classe mes valeurs propres, je vais trouver N plus grand que C, plus grand que moins C. Et dans le cas inverse, je vais trouver toujours N plus grand que moins C, plus grand que plus C. Enfin, j'ai encore un autre cas, qui est le cas 5, où je vais aussi avoir la valeur absolue de N qui est supérieure à C, mais N négatif.
pareil, deux sous-cas, C positif, C négatif. Et ça va me faire un sixième cas. Et donc là, si je reclasse, je vais trouver plus C supérieur à moins C supérieur à N. Et dans l'autre cas, j'ai pareil, j'ai inversion de moins C et plus C. Alors, dans le cas 3, ma contrainte de Tresca, si vous faites le calcul, ça vaut N plus C sur 2. Dans ce cas-là, ça vaut N moins C sur 2. Dans ce cas-là, ça vaut C moins N sur 2. Et dans ce cas-là, ça vaut moins C moins N sur 2. Alors, tous ces cas-là peuvent se ramener à la même chose si vous écrivez valeur absolue de N plus valeur absolue de C sur 2. Donc ça, je vous laisserai faire les calculs. Et maintenant, on va pouvoir, du coup, donc on a 6 cas ici, on va pouvoir en fait maintenant faire le tracé de ces cercles pour les 6 cas. Alors, on ne va pas les faire pour les 6 cas, on va faire que 3 cas, et après, vous savez que vous pouvez à chaque fois inverser plus C et moins C pour obtenir les autres cercles. Donc, le premier cercle, donc ça c'est donc le premier, donc là ça va représenter en fait les cas, alors le premier cas, le cas 1. Donc le cas 1, on ne le représente que pour C positif. Hein. Donc on est ici, on est dans le cas 1 ici pour C positif. On commence par faire ça. Donc on y va. Ici, on a sigma n, on est dans le plan de mort. Là, on a tau n. Donc comment c'est classé? On a ici plus C. À l'opposé, même longueur, on a moins C. Et ici, on a n, par exemple. Et donc notre tricercle va être comme ça. Donc avec ce tricercle-là, eh bien, d'ailleurs, il n'est pas très bien fait mon tricercle, parce que normalement, là, j'aurais dû passer par le sommet. Hein. Donc là, c'est pas très bien fait. Donc là, j'ai taux max. Je suis dans le cas où taux max égale plus C. Si C change de signe, vous inversez le moins C, le plus C, et puis du coup, vous avez taux max égale moins C. Donc, de toute façon, en valeur absolue, vous avez effectivement, donc là, c'est le cas particulier où C est strictement positif. Hein. Voilà, ça, c'est le cas 1 avec ça. Ensuite, on va tracer, alors bien sûr, hein, le domaine qui est valable pour le tricercle, c'est tout ce qui se passe là-dedans. Hein. Sachant que ici, ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse pour les critères. Ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la valeur maxi de la contrainte de Tresca, ce qu'elle m'appelle le cisaillement maxi. Ça, c'est la contrainte de Tresca. Je vais l'écrire là. Tresca, cisaillement maxi. Ok, alors ensuite, le cas 2. Le cas numéro 2, donc le cas numéro 2, si je le reprends, hop, le voilà, c'est ce... Non, c'est pas le cas 2, excusez-moi, que je vais faire là, c'est le cas 3. Parce que le cas 2, je l'ai déjà traité avec l'autre, donc c'est le cas 3. Hop, là, voilà. Donc ce cas 3, il est ici. Et je vais représenter spécifiquement le cas 3 avec C strictement donc, supérieur à 0, puis N aussi strictement supérieur à 0. Donc, on refait le même schéma. Sigma n, taux n. Donc, cette fois-ci, on va avoir donc plus C ici, moins C ici, et du coup, n va être plus grand. Oula, excusez-moi. Et donc, n va être plus grand que C, donc on va avoir un n, par exemple, par ici. Donc, cette fois-ci, si je trace mon tricercle, alors si j'avais été cohérent, je l'aurais fait en jaune, l'autre, eh bien, je vais obtenir ça. Voilà. Voilà mon tricercle cette fois-ci. Et ma contrainte de cisaillement maxi,
taux max, elle vaut n plus c sur 2. Ça, c'est parce que en fait, j'ai pris le cas où c était positif. Là. Voilà. Et enfin, le dernier cas. Donc, ce dernier cas, c'est le cas, par exemple, le cas 5. On va prendre le cas 5 donc, qui est ici. Et pareil, on va faire le dessin que pour c strictement supérieur à 0. Donc, oula. Le cas 5. Tac, le voici, le cas 5. Ça, c'est mon axe de la contrainte de cisaillement. Ça, c'est sigma n. Donc, cette fois-ci, je vais avoir n qui est plus petit que tout, qui va être par là, par exemple. Là, je vais avoir moins c, et là, je vais avoir plus c. Donc, cette fois-ci, voilà la tête de mon tricercle. Voilà. Donc ça, c'est mon tricercle. Ma contrainte de cisaillement maxi, pour ce cas-là, elle vaut C moins N sur 2. Voilà, et ça, c'est le cas numéro 5. Alors ensuite, on vous demande de calculer le cisaillement maximum au sens de Tresca. En fait, on a déjà donné la réponse dans le tableau, mais c'était la deuxième question. Cisaillement maximum de Tresca. Donc, si on reprend le cisaillement, sa définition de taux max, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est 1/2 du max, en fait, des contraintes propres, sigma i moins sigma j. Vous cherchez, en fait, le max de ce truc-là. Et quand vous avez classé vos valeurs propres, comme ce qu'on vient de faire, c'est directement 1/2 de sigma grand 1 moins sigma grand 3. Donc ici, on déduit ça directement de la dernière colonne du tableau, c'est-à-dire celle qui était là. Voilà. Eh bien, on peut directement répondre à la question. Donc on a taux max qui est égal, dans un cas qui regroupe donc les deux premiers cas, la valeur absolue de C. Ça, c'est si vous avez la valeur absolue de N qui est plus petite que la valeur absolue de C. Et dans l'autre cas, 1/2 de la valeur absolue de N plus la valeur absolue de C. Si la valeur absolue de N est supérieure à la valeur absolue de C. Voilà, donc ça répond en fait à la question. Alors, si vous voulez qu'on image un tout petit peu plus, on peut le voir assez simplement. Encore une fois, alors, on va en refaire qu'un seul de cercle sur le tricercle. Imaginez que vous soyez comme ça, donc vous avez moins C plus C. Ça, c'est le premier cas. Et si vous avez N qui est là, en fait, vous en fichez complètement, puisque Tresca, il est là-haut. Et si vous regardez bien, Tresca, c'est quoi? C'est un demi-diamètre. Donc, ça veut dire que vous avez, si je veux calculer, ça fait C moins C, divisé par 2. Et donc, ça, c'est égal à 2C sur 2. Donc, ça, c'est égal à C. Voilà, donc là, je suis dans le cas où j'ai pris un C positif. Et donc, on retrouve bien le plus C. Voilà, on le voit directement sur le schéma. Ça, c'est ce cas-là. Voilà, et puis si je fais l'autre cas, c'est juste pour imager, c'est tout. Parce que ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, en fait. Si je refais donc juste sur un cercle, là, par contre, je vais me balader entre, cette fois-ci, moins C et N. Donc, plus C, il va être à peu près par là, si mon ordonnée est ici. Et donc là, c'est pareil, c'est toujours le demi-diamètre du plus grand cercle de mort. Donc ça fait N moins C divisé par 2. Ça, c'est bien égal à N plus C sur 2. Et donc effectivement, vous retrouvez que ça vaut bien aussi la valeur absolue directement, c'est directement la valeur absolue de N plus la valeur absolue de C. Ok, donc ça c'était pour la contrainte de cisaillement, la contrainte de Tresca, pardon. Ensuite, on vous demande de faire des tracés. Et le premier tracé, c'est le tracé de ce qu'on appelle von Mises.
Alors, il s'appelle aussi le critère de von Mises-Nadai. Alors, ce tracé, on va le faire en réalité donc, dans l'espace des contraintes principales. On ne va plus le faire dans le plan de mort. Donc, cet espace des contraintes principales, il faut déjà que je vous définisse bien comme il faut ce que c'est. Eh bien, c'est pareil, hein, c'est un espace qui n'est pas un espace vectoriel, c'est juste un espace de représentation graphique. C'est-à-dire qu'on va reporter la valeur ici de C, une des contraintes propres, une des valeurs propres, et ici la valeur de N. Voilà. Et le critère, ben, en fait, dans cet espace-là, ça va être une courbe quelque part comme ça, qui va délimiter un domaine. Et on sait que si on est à l'intérieur du domaine comme ça, eh bien notre structure, le point de la structure va être sauf, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépasser la limite d'élasticité. Si on est au-delà, ben là, dans ce cas-là, c'est la zone rouge, hein, c'est le truc où ça va casser, quoi, ou alors ça va plastifier. Voilà. Donc si on a un des points qui sort dans le domaine rouge, bah forcément, ça veut dire qu'il y aura fêlure, et donc à ce moment-là, ça va casser. Ou alors on va plastifier, ce qui est souvent pas très bien quand on est en train de faire des calculs de structure. Alors, ce critère de Nadai, c'est quoi? Ou de von Mises? Eh bien, on dit que la contrainte équivalente doit être... Alors, la contrainte équivalente, en fait, de von Mises, si vous vous souvenez, si je l'écris au carré, c'est 1/2 de sigma grand 1 moins sigma, je l'écris avec les valeurs propres, hein, directement montant sur des contraintes, au carré, plus sigma grand 2 moins sigma grand 3 au carré, plus sigma grand 3 moins sigma grand 1 au carré. Voilà. Et on veut en fait que cette contrainte équivalente soit inférieure ou égale à la limite d'élasticité du matériau au carré. Donc, ben, c'est assez simple. Du coup, on va pouvoir directement écrire que tout ce terme-là doit être inférieur ou égal à 2 fois la limite d'élasticité au carré, si je passe le 1/2 de l'autre côté. Alors, eh bien, peu importe en fait le cas qu'on va considérer, parce que vous pouvez faire le calcul, hein. Tous les cas, de 1 à 6, ben, ça va donner toujours le même résultat. Le résultat que vous allez obtenir, si vous faites ça, vous allez trouver que n moins c au carré plus 2c au carré plus moins c moins n au carré, ça doit être égal. Alors normalement, il faudrait que ça soit inférieur ou égal. Si on voulait parler de critères, je préfère quand même mettre le inférieur ou égal. Ça doit être inférieur ou égal à 2 fois sigma e au carré. Alors vous triturez un petit peu ça, et vous allez tomber sur l'équation d'une ellipse. Vous avez un c carré sur sigma e sur 3 plus n carré sur sigma e au carré est égal à 1. Voilà, donc la frontière de la courbe verte que j'ai tracée à l'instant, eh bien cette frontière-là, elle a pour équation une ellipse. Alors, non, excusez-moi, inférieure ou égale à 1. Elle a pour équation en fait une ellipse. Donc maintenant, si je fais le tracé dans cet espace de contrainte principale, donc on voit ici que j'ai un demi-grand axe qui va valoir sigma e. Donc là, j'ai moins sigma e. Et puis l'autre, par contre, suivant C, qui va valoir sigma e sur racine de 3 moins sigma e sur racine de 3. Et donc, mon critère, que j'ai tracé tout à l'heure en vert, ma limite, ma frontière, elle est comme ça, c'est une ellipse. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire toutes les valeurs, tous les couples Cn qui sont à l'intérieur, en fait, vont faire que je vais être en dessous de ma limite d'élasticité. Donc, ça peut être parfait si je me trouve là. Par contre, tout ce qui sera en dehors, et bien là, catastrophe. Là, ça veut dire que ça peut casser. En tout cas, je vais dépasser ma limite d'élasticité. Voilà, donc il faut bien le voir comme ça, c'est une inégalité. Donc tout ce qui est à l'intérieur de l'ellipse, c'est sauf. Tout ce qui est à l'extérieur, ça veut dire que ça va casser.
Donc ça permet de faire du dimensionnement donc, très rapidement dans un problème sur lequel on a fait un calcul d'état de contrainte. Alors, en général, hein, faites attention, hein, quand vous faites un calcul sur une pièce un peu compliquée, voilà, avec des efforts, des champs de pression, des déplacements imposés, comme ici, eh bien, vous allez obtenir un état de contrainte qui, bien sûr, est différent en chaque point. Alors, il n'y a que l'état de traction uniaxiale hein, sur un solide qui donne un tenseur des contraintes qui est identique, quel que soit le point M que vous choisissez. Hein. Tandis que là, vous allez avoir en fait des tenseurs de contraintes tous différents. Mais à chaque tenseur des contraintes, vous allez pouvoir calculer C et N. Donc, chaque point qui est représenté ici va donner lieu à un couple CN. Et vous allez pouvoir tracer où se situent, dans votre pièce, les couples CN. Il suffit qu'il y en ait un qui soit en dehors, et là, c'est fini. Là, c'est la cata, ça veut dire que votre pièce va casser, ou en tout cas qu'elle va plastifier, puisque vous allez sortir de la limite d'élasticité. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, ou est-ce que c'est tout très clair pour vous? C'est peut-être des choses que vous avez déjà vues, en fait, entre autres en CEDIM. Donc c'est pour ça qu'en général, on passe assez vite là-dessus. Par contre, si on veut faire le même tracé pour le critère de Tresca, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut prendre en compte les 6 cas qu'on avait tout à l'heure. Donc là, c'est un petit peu long et j'aimerais qu'on ait le temps quand même de faire les fonctions d'Eri. Donc du coup, je vais vous donner la réponse en fait. C'est comme si j'avais rajouté à mon tableau tout à l'heure le critère de Tresca. Alors, je vais vous le donner d'abord, le critère de Tresca, parce que là, je vous ai donné que celui de von Mises pour l'instant. Eh bien, le critère de Tresca, c'est simplement, il faut regarder que la contrainte de Tresca soit inférieure ou égale à sigma E, en fait. Donc, il faut que sigma 1 moins sigma 3, donc ça c'est Tresca, sigma 1 moins sigma 3, soit inférieur ou égal à la limite d'élasticité. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est à condition toujours hein, que sigma 1 soit plus grand que sigma 2, qui soit plus grand que sigma 3. Donc, du coup, si vous reprenez le tableau, alors attendez, je vais aller le chercher. Je reprends mon très joli tableau qui est là-haut, avec mes 6 cas. Voilà. Oui, bah là, j'ai merdouillé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, il n'aime pas bien ça. Hein. Oh, on recommence. Là, ça m'évite de les réécrire. Je n'ai pas du tout envie de les réécrire. Bon, j'ai juste un petit bout là qui est parti. Ok, on copie. Et on va le mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai mes 6 cas. Voilà. Et donc ici, en fait, si je reprends la définition que je vous ai donnée juste en haut, là, ce que je vais faire un petit peu de place ici, là. Voilà. Dans cette colonne-là, eh bien, je vais obtenir ici mon critère de Tresca. Et ce critère de Tresca, pour ce cas-là, ça va me donner C égale plus sigma E sur 2. Là, ça va me donner C égale moins sigma E sur 2. Ici, je vais avoir C qui est égal à moins N plus sigma E. Et là, je vais avoir C égale N moins sigma E. C égale N plus sigma E. Et C égale moins N moins sigma E. Donc ça, c'est mon critère de Tresca. Donc pour le trouver, j'ai fait ça. Hein. J'ai utilisé cette relation-là. Alors, en réalité, ce n'est pas égal, mais ça, le égal me permet de tracer les frontières, en fait. Mais je ferai comme tout à l'heure. Hein. Je vais faire exactement le même dessin. Donc maintenant, si je veux savoir quel est le domaine où ma structure est sauve, eh bien, je me remets dans l'espace des contraintes principales, donc C et N. Et donc ici, vous voyez que, par exemple, les
les deux premiers cas, j'ai sigma E plus sigma E sur 2, la limite d'élasticité sur 2, moins sigma E sur 2. Donc ça veut dire que je vais me retrouver bloqué quelque part par là, en sigma E sur 2 et en moins sigma E sur 2. Voilà. Et ça va être valable tant que je vais avoir la valeur absolue de n inférieure à la valeur absolue de C. Et ça va perdurer jusqu'à ce que j'arrive à n, valeur absolue de n égale valeur absolue de C. Donc là, ce que je sais déjà, c'est que mon critère sauf, eh bien, il va être égal grosso modo à ça, ici, et à ça, là. Voilà, à peu près. Donc c'est un petit peu faux, ça. Je sois à peu près à la même distance. Voilà, parce que en fait, ici, là, je suis sur la droite, en fait, valeur absolue de n égale valeur absolue de c, ici. Voilà. Et puis, si je suis en valeur absolue, en réalité, je l'ai aussi. Ici, cette droite, hein, c'est la même. OK. Ensuite, donc si vous regardez bien, en fait, les deux traits que je viens de tracer là, ces deux traits, ces deux traits-là, ça correspond à une limite qui est due dans mon tableau à 1 et 2. Alors, je vais aller assez vite, hein, mais vous pouvez le refaire après chez vous. Si je fais la même chose en fait pour 3, je vais me retrouver ici. Et si j'avais sigma E sur 2 ici, je vais avoir sigma E ici. Et là, en fait, mon critère, ça va être cette droite-là pour le cas numéro 3. Si je le fais ici, eh bien, ça, c'est le cas numéro 4. Si je le fais maintenant là, eh bien, ça, c'est le cas. Alors, il faut que je remette sigma E. Moi, sigma E, il va être à peu près par là. Si je le refais ici, je vais trouver ça, c'est pour le cas numéro 5. Voilà, et là, c'est le cas numéro 6. Voilà, donc mon domaine où je suis sauf, cette fois-ci, c'est ça. Et bien sûr, en dehors du domaine, eh bien, ça veut dire que je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Alors, si vous regardez maintenant, alors c'est un peu dur, il aurait fallu les superposer, hein, mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe, eh bien, vous avez en fait racine de 3. Donc, racine de 3, c'est quelque chose qui est inférieur à 2. Donc, ça veut dire que le critère de von Mises, il est plus drastique, il est moins permissif, on va dire, que le critère de Tresca, entre autres, pour tout ce qui se passe ici, là, à l'intérieur du domaine, donc par là, là. Donc, quand vous êtes par là, ben, le critère de von Mises, il est quand même plus drastique que le critère de Tresca, donc il est plus, on appelle ça un critère plus conservateur. Et quand on fait du dimensionnement, alors sauf quand on fait des avions, mais on a envie d'être conservateur, parce qu'effectivement, on n'a pas envie que ça casse. Donc du coup, on essaye de se prendre des critères qui sont plutôt des critères de type von Mises. Après, il se trouve que quand on fait des avions, on peut être un peu plus large. Alors il faut savoir quand même que les coefficients de sécurité sur les avions ne sont pas égaux à 1, ils sont inférieurs à 1. C'est-à-dire qu'en fait, votre avion, il est fait pour casser, hein, parce que sinon, il ne volerait pas. Quand on veut faire des avions qui ne cassent pas, ça s'appelle des tracteurs, et les tracteurs, les coefficients de sécurité sont de l'ordre de 5 à peu près. Alors par contre, un tracteur, ça ne vole pas et ça ne volera jamais parce que c'est trop lourd. Et si vous voulez qu'un avion vole, il faut que vos coefficients de sécurité soient à la limite de 1, presque en dessous de 1 en fait. Donc votre avion est calculé pour casser. Alors heureusement, il ne casse pas, mais par contre, et on le sait, hein, votre avion, ces pièces mécaniques, comme elles sont sollicitées au-delà de la limite d'élasticité, elles vont avoir des fissures. Et tout le but du jeu, quand vous volez dans un avion, eh bien, c'est de voler dans un avion qui est régulièrement entretenu et contrôlé, parce que les fissures sur un avion de ligne sont suivies. On sait quand est-ce qu'elles ont commencé à apparaître, on sait également quelles longueurs elles ont à partir de tant d'heures de vol, et on sait même prédire que, par exemple, si on ne change pas la pièce au bout de tant de centaines d'heures, eh bien, elle va casser. Donc, toute la maintenance préventive sert à supprimer ces fissures en remplaçant les pièces.
Voilà. Et si vos avions en fait, n'avaient pas ce genre de conception-là, ils ne pourraient tout simplement pas voler parce qu'ils seraient trop lourds. Par contre, effectivement, je vous conseille quand même de prendre des compagnies aériennes qui ont des vrais contrats de maintenance sur leur avion. C'est quand même nettement plus sécurisant. Voilà, on a terminé sur ce petit exercice sur les critères qui est finalement relativement long et on peut attaquer les fonctions d'ERI. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là? Vous mettez un petit oui, un petit non si vous avez des questions. Mettez un petit non si vous n'avez pas de questions, histoire que je vois que vous êtes encore avec moi. Ok, donc il n'y a pas de questions particulières. Il y a aussi des gens qui ne sont plus avec nous, visiblement, ou alors ils n'ont pas trouvé le petit bouton pour l'instant. Ok, donc on va passer sur les fonctions d'ERI. Encore une fois, ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez, d'ailleurs, si ça se trouve, vous avez peut-être déjà la correction sur Moodle de cet exercice, hein, celui que je viens de faire, puisque on est dans les derniers TD, en fait. Bon, mais n'oubliez pas que vous allez avoir aussi la vidéo sur Moodle. Alors, les fonctions d'ERI, qui a vu les fonctions d'ERI en cours? Puisque comme là, j'ai l'impression que j'ai plutôt deux groupes. Qui a vu les fonctions d'ERI en cours, s'il vous plaît? Mettez-moi un petit oui si vous les avez vues. Et un petit non si vous ne les avez pas vues en cours. Alors là, c'est vraiment bizarre. Il n'y a personne qui répond là? Alors Germain, je pense que tu les as vus en cours, mais c'était peut-être pas cette année, non? Tu peux nous le dire, ça? En fait, on travaille seul les amphis, donc Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire que vous n'avez plus de profs d'amphi, là? Ils ont pas fait non, les amphis? Non, non, pendant le pour les- on n'a pas d'amphi. Ah, vous c'est n'avez pas d'amphi. seulement, il y a un prof qui est disponible sur l'horaire d'amphi si on a des questions. D'accord, ok. Donc pour les autres, en fait, quand vous dites non, ça veut dire que contrairement à Germain, vous n'avez pas encore atteint dans vos révisions ou dans votre compréhension les fonctions d'ERI, c'est ça? Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, ça tombe bien, du coup, bah, je vais vous faire quelque chose que vous n'avez pas dans votre cours, parce que je trouve qu'à ce niveau-là, il manque quelque chose. Moi j'ai toujours eu du mal à comprendre d'où venaient les fonctions d'ERI, parce que ça paraît complètement parachuté, ce truc-là. Pourtant, c'est très utile, hein, les fonctions d'ERI, parce que ça va vous permettre de résoudre des problèmes analytiques de façon beaucoup plus simple. Alors, c'est limité à des problèmes plans. Alors, soit des problèmes en déformation plane, soit des problèmes en contrainte plane. On a déjà vu la différence ensemble la dernière fois. Donc, ce sont que pour résoudre des problèmes plans. Alors, ce que je vous propose, avant de... Parce que le TD, en fait, c'est pas... Enfin, l'exercice de TD n'est pas si intéressant que ça, je dirais. Mais par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est de savoir d'où viennent ces fonctions d'ERI. Puis après, le corrigé du TD, bah, vous allez l'avoir sur Moodle. Et puis, bien sûr, moi, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, vous m'envoyez vos questions par mail et j'y répondrai, comme la personne qui répond sur le forum, d'ailleurs. Donc, les fonctions d'ERI, elles partent de quelque chose de très, très simple. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé 2 siècles en arrière, parce que il y a 2 siècles, il faut savoir que tous les problèmes de mécanique des solides ne se résolvaient qu'à la main. Il n'y avait pas la méthode des éléments finis, hein, donc pour pouvoir faire des calculs de structure sur des structures complexes. Donc on essayait un maximum d'avoir des solutions dites analytiques directement à la main. Alors la fonction d'ERI, son point de départ, bah, c'est quelque chose d'assez naturel, c'est l'équilibre en tout point du volume. Donc l'équation d'équilibre en tout point du volume, alors je sais qu'il y a le fait que sigma soit symétrique, hein, donc la transposée de sigma doit être égale à sigma, seulement ça, il y a 200 ans, alors c'est pas qu'on s'en fichait, hein, mais c'est que c'était une évidence, quoi. On n'allait pas postuler un tenseur des contraintes qui n'était pas symétrique. Ça n'avait aucun sens. Donc du coup, c'est admis de manière commune, en fait. Donc l'équation d'équilibre en tout point du volume, hormis donc l'équation en moment, donc la transposée de sigma égale sigma, eh bien vous avez la divergence de sigma plus les forces d'action de volume à distance égale à 0.
Alors en réalité, hein, cette équation-là, elle est tirée d'une équation d'équilibre, elle est tirée aussi du PPV, le principe des puissances virtuelles, et en réalité, ça, c'est une intégrale sur le volume. Donc en fait, cette équation, elle est valable sur tout le volume, c'est-à-dire sur notre patate oméga. Voilà. Ça, c'est oméga. Voilà, cette équation est valable quel que soit m éléments de oméga. Donc ça, on est sur tout le volume. OK. Sur ce volume, on a des actions à distance. Donc les actions à distance, vous les connaissez, par exemple, c'est ρgx. ρgx, ben, ça c'est la gravité. Donc il se trouve que ici, si on veut que ça fonctionne, il faut que ces actions à distance, on puisse les écrire sous la forme d'un potentiel. Donc en fait, il faut que FD puisse s'écrire sous la forme d'un gradient de V, V étant une fonction scalaire. Donc, vous avez par exemple la chose lorsque vous allez trouver donc, la gravité. La gravité dérive effectivement d'un potentiel. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir réécrire cette équation d'équilibre. Et donc, cette équation là, que j'appelle l'équation 1, là, vous allez pouvoir la réécrire en écrivant que divergence de sigma moins le gradient de ma fonction scalaire V est égal à 0. Alors attention, le 0, c'est parce qu'on est en statique. Hein. Ça marche aussi en dynamique, hein, les fonctions dérivées. Mais disons que là, il faut quand même qu'on soit en statique. En dynamique, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut changer d'espace, enfin, c'est un peu plus. Il faut faire un changement de variable. Ensuite, une fois qu'on est là, eh bien, on va utiliser toutes vos connaissances en algèbre tensorielle. Pourquoi? Parce que le gradient d'une fonction scalaire, en fait, c'est exactement la même chose que la divergence de cette fonction scalaire, V, multipliée par l'identité. On fait ça, en fait, exprès. Hein. C'est pour ça que V, en fait, ça doit être un potentiel. Sinon, ça ne marcherait pas. Il faut que absolument FD dérive d'un potentiel, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc, l'équation 1 va devenir eh bien, divergence de sigma moins V fois l'identité est égal à 0. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'opérateur divergence, hein, la divergence de A plus B, c'est la même chose que la divergence de A plus la divergence de B. Voilà, et donc là, j'obtiens une équation importante qui est mon équation d'équilibre, qui a intégré en fait mes actions de volume, mes forces de volume à distance, sous biais d'un potentiel. Donc du coup, ça me permet de n'avoir plus qu'une divergence. Souvenez-vous d'un temps lointain où vous n'étiez pas confiné, comme moi, derrière des écrans. Alors je sais qu'on n'est plus confiné, mais on est quand même en cours à distance, et j'ai l'impression qu'on va y être encore pour un petit moment. Eh bien, on a fait ensemble de l'algèbre tensorielle, et on vous a fait démontrer une relation très très importante, qui n'y paraissait pas comme ça, mais extrêmement importante. On vous a dit, montrer que quel que soit le tenseur d'ordre 2A, la divergence du rotationnel de A, le rotationnel ne change pas l'ordre du tenseur résultant, est égal à 0. Mettez-moi un petit oui là, si vous vous souvenez de ça, s'il vous plaît, c'est juste pour voir si vous en souvenez ou pas. Si vous en souvenez pas, vous mettez un petit nom, hein, et c'est pas grave, vous irez refeuilleter votre TD correspondant. Donc ça, c'est une relation très très importante, effectivement. La divergence du rotationnel de A égale à 0, quel que soit en fait. Hein. Ça, c'est ce qui est vraiment le plus important. Donc une fois que vous avez ça, et ben du coup, les gens qui faisaient de la mécanique des solides il y a 2 siècles se sont dit, c'est facile en fait. Il faut simplement que le terme qui est à l'intérieur de la divergence, là, eh bien, il soit peu ou prou égal à K fois une constante fois le rotationnel. Voilà, le rotationnel en fait d'un tenseur A. C'est tout. Parce que si sigma moins V fois l'identité, c'est à une constante près, donc le rotationnel d'un tenseur, eh bien, c'est fini. Ça veut dire qu'il respectera automatiquement les conditions d'équilibre.
Voilà, donc on est parti en fait de ce point-là pour pouvoir trouver nos fameuses fonctions dérivées. Donc, si maintenant on met k égale à 1, histoire de se simplifier un petit peu la vie, eh bien, on va poser non pas que sigma moins v fois l'identité est égal au rotationnel de A, parce que si on fait ça, le problème, c'est qu'on ne va pas obtenir un tenseur symétrique. Donc, ce qu'on va prendre, on va prendre le transposé du rotationnel, et on va lui passer en paramètre le rotationnel du tenseur A. Voilà, tout simplement. Alors, celui-là, je vais changer de nom parce que voilà, si je veux être un peu cohérent, voilà, je vais vous remettre celui-là, je l'ai plutôt appelé B en fait. Voilà, comme ça en fait, vous voyez que ça c'est la même chose que si j'avais pris mon A ici. Si je fais ça, eh ben, l'avantage c'est que les deux rotationnels imbriqués là, eh bien ça va me générer un tenseur symétrique. Alors ce qui est important, puisque si je veux que sigma soit symétrique, eh ben, il faut que le résultat soit symétrique. Voilà, donc du coup, eh bien, je vais pouvoir comme ça trouver. Il suffit que je me donne en fait un tenseur B, et une fois que je me suis donné un tenseur B, je calcule la transposée du rotationnel de B, et c'est terminé. J'ai normalement mon tenseur des contraintes. Alors, les gens qui se sont intéressés au problème des fonctions d'Airy, alors ce petit b là, il a un petit nom en fait, dans la réalité, il s'appelle le tenseur des fonctions de contrainte. Alors ce petit b, alors je vous redonne pas la définition du tensoriel, hein, donc on laisse tomber. Et pour les fonctions en fait qui nous intéressent, on va postuler que ce petit b, il vaut ça. C'est un tenseur d'ordre 2. Et dans le repère dans lequel on travaille, il n'a qu'une composante non nulle, qui est phi, qui est une fonction qui ne dépend que de x1 et de x2. Alors vous voyez cette position-là, cette position de phi, là, elle n'est pas tout à fait prise au hasard. Hein. Si vous regardez bien, phi, en fait, il est il est suivant l'axe E3. En fait, il est même suivant la composante E3, tangentielle E3. Alors, c'est pas pour rien, c'est parce que ça va nous donner des fonctions d'Airy dans le plan E1, E2. C'est-à-dire dans le plan qui a pour normal E3. Donc, c'est le plan E1, E2. Eh bien, une fois que vous faites ça, là, ça devient miraculeux, parce qu'une fois que vous avez décidé la forme de ce tenseur des contraintes-là, des fonctions de contraintes-là, c'est terminé. Vous appliquez simplement le rotationnel transposé du rotationnel de B. Alors, on va faire le calcul, hein, c'est super facile, parce que là, il n'y a qu'une composante non nulle, donc ça va très très vite. Hein. La transposée du rotationnel, le rotationnel, de B avec B qui vaut exactement ce que j'ai mis au-dessus, là, vous allez trouver que ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, la dérivée de phi par rapport à x2, moins la dérivée de phi par rapport à x1, et 0. Alors, comme je l'avais dit au début, hein, si vous faites qu'un rotationnel, bon, effectivement, sa divergence, ce truc-là, ça va bien être égal à 0, mais ça ne vous intéresse pas du tout parce que cette bestiole-là n'est pas symétrique, hein, donc ce n'est pas ce qui va vous intéresser. Donc, du coup, vous allez prendre la transposée, le rotationnel transposé du rotationnel de B, et là, vous allez obtenir la dérivée seconde de phi par rapport à x2, moins la dérivée seconde de phi par rapport à x1, x2. Mon moins est trompeur, donc je vais le mettre un petit peu plus loin. Voilà, là vous êtes symétrique. Et ici, vous avez d de phi sur dx1. Et tous les termes qui sont là sont nuls. Oh, miracle, miracle. Eh bien, cette chose-là, si vous l'identifiez maintenant à sigma plus v fois l'identité. Vous vous souvenez? Pardon, moins
J'avais mis un moins. Sigma moins V fois l'identité. Par identification, bah, vous trouvez tout simplement que votre tenseur des contraintes, il doit être égal à D2 phi sur dx2 plus V moins D2 phi sur dx1 dx2 symétrique et D2 phi sur D2x1 plus V 0, 0, 0, 0, 0. Et voilà d'où viennent les fonctions d'Airy. Ce qu'on appelle phi, c'est une fonction d'Airy. Et donc, si vous prenez exactement ces termes-là pour sigma 1,1, sigma 2,2, sigma 1,2, sigma 2,2, eh bien, vous allez trouver en fait un tenseur des contraintes qui déjà, de manière automatique, va respecter les équations d'équilibre. Et en plus de ça, eh bien, il va permettre de décrire un état de contrainte en déformation plane ou contrainte plane. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, il faut savoir que ce système-là a été utilisé pour plein d'autres choses. Il a été utilisé, par exemple, aussi pour faire ce qu'on appelle de la torsion. Et donc, les fonctions de Prandtl en torsion sont également obtenues à partir de ce tenseur B, là, ce tenseur B des contraintes. Sauf qu'au lieu de prendre une valeur toute bête, eh bien, vous prenez une valeur qui vaut 0 moins gamma, qui est une fonction comme phi, hein, c'est une autre fonction de contrainte. Voilà, et ça va vous résoudre, en fait, ça va vous donner quelque chose qui est équivalent au tenseur des contraintes en torsion, cette fois-ci. Voilà, donc ça, c'est ce qui peut être utilisé pour faire plein d'autres choses. Pour ceux qui veulent aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous n'avez qu'à chercher, en fait, fonction de contrainte de Prandtl. Et donc, M. Prandtl a travaillé sur cette fonction de contrainte, mais c'est exactement lié au même principe que les fonctions d'Airy. Il suffit de donner en fait une fonction de contrainte pour pouvoir ensuite trouver les équilibres en torsion sur des sections circulaires, non circulaires, etc. Voilà. Donc ça, c'est d'où viennent les fonctions d'Airy. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Non, pas de questions. Ok, donc du coup, on peut passer à notre fonction d'Airy qui est donc dans notre exercice. Allez, on y va. La seule difficulté ici, c'est qu'effectivement, on va avoir une fonction d'Airy donc sur un élément cylindrique. Alors, cette fonction d'Airy qu'on vous donne, alors là, le problème, c'est que je n'ai pas l'énoncé, donc excusez-moi, je vais prendre quelques instants pour aller chercher l'énoncé. Voilà, voilà. Donc, les fonctions d'Airy. Voilà. Donc ici, pour trouver donc, cette fonction, on vous la donne, elle est dans l'énoncé. On vous dit que phi, c'est égal à AR, à une constante R fois θ fois sinus θ. Voilà. Donc ici, eh bien, on va vous demander donc, de travailler avec cette fonction-là. Alors, il se trouve que les fonctions d'Airy, on se donne une fonction d'Airy, phi donnée, c'est ce qu'on vient de faire. Ça va nous permettre, grâce à la relation qui est ici, de trouver sigma. Ok, c'est bien. N'oubliez pas, ça c'est très très important, si on vous donne un tenseur des contraintes, il y a plein de choses à vérifier. Il faut vérifier que divergence sigma plus, etc., fd égale 0. Mais ça, c'est automatiquement vérifié, puisque la fonction d'Airy, il se trouve qu'elle a été conçue pour donner ça, pour donner cette divergence nulle. Donc du coup, ça, c'est automatique. Mais ce n'est pas fini. Il faut aussi vérifier que votre sigma respecte les conditions limites. Donc là, les conditions limites, ça va être sigma fois n égale td, et il va falloir vérifier ça, effectivement, et ça va vous permettre, par exemple, de trouver la constante a, entre autres. Mais ce n'est pas fini. Étant donné qu'on vous a donné un tenseur des contraintes, il faut aussi que vous remontiez au tenseur de déformation. Ça, c'est très simple. Vous allez remonter au tenseur de déformation par la loi de comportement. Là, il n'y a strictement rien à vérifier, c'est automatique. Ça va très bien.
Mais une fois que vous avez trouvé votre tenseur de déformation là, peut-être que lui, il n'est pas compatible cinématiquement avec un champ de déplacement continu. La vraie question, c'est est-ce qu'il est intégrable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remonter à un champ de déplacement? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut vérifier les équations de compatibilité. Alors, il y en a 81 qui, heureusement pour vous, se réduisent au final à 2 équations dans le cas général, à 6 équations dans le cas général. Et dans le cas des déformations ou des contraintes planes, eh bien, ces équations se réduisent à une seule équation. Voilà. Et donc, on peut montrer que si epsilon vérifie les équations de compatibilité, alors sigma va effectivement permettre de vérifier les équations de compatibilité. Et dans ce cas-là, la seule contrainte qu'on a sur phi, c'est qu'il faut que le Laplacien du Laplacien de phi soit égal à 0. Donc si le Laplacien du Laplacien de phi est égal à 0, alors epsilon vérifie les équations de compatibilité. Alors bien sûr, tout ça, cela s'entend pour une loi de comportement assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a juste une relation linéaire entre sigma et epsilon, ce qui est exactement le cas de la loi de Hooke, par exemple, en élasticité. C'est pour ça que tous ces problèmes-là ne fonctionnent effectivement correctement qu'en élasticité. Donc, une fois que vous avez fait ça, l'exercice, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris que le tenseur des contraintes ici est donné directement par les dérivées secondes de phi, ici, on n'a même pas de potentiel puisqu'on a négligé les efforts de volume. Donc, V est égal à 0. Donc, du coup, si vous voulez postuler, si on vous donne une fonction phi, vous avez juste à vérifier que le Laplacien du Laplacien de cette fonction est égal à 0. Alors, le seul petit problème ici dans l'exercice, c'est que le Laplacien, si on fait par exemple le Laplacien de phi, il faut le calculer en coordonnées cylindriques. Donc, du coup, le Laplacien de phi, c'est la dérivée seconde de phi par rapport à R2, plus 1 sur R d de phi sur dr, plus 1 sur R carré d de phi sur d de θ carré, plus la dérivée seconde de phi par rapport à z. Voilà, ça c'est le Laplacien en coordonnées cylindriques. Et donc, une fois que vous avez calculé ce Laplacien, après il faudra calculer le Laplacien du Laplacien. Donc, si on détaille les calculs, il faut tout calculer. Il faut calculer la dérivée de phi par rapport à R. Vous allez trouver A θ sinus θ. Il faut calculer également la dérivée seconde de phi par rapport à R. Là, vous allez trouver 0 cette fois-ci. Ensuite, la dérivée seconde de phi par rapport à θ. La dérivée première, de phi par rapport à θ, vous allez trouver A, R, facteur de sinus θ plus θ cosinus θ. La dérivée seconde de phi par rapport à θ, c'est égal à AR, cette fois-ci 2 cosinus θ moins θ sinus θ. Voilà. Et donc ça va vous permettre de calculer le Laplacien de phi. Donc le Laplacien de phi, du coup, vous additionnez tout ça et vous allez trouver que ça fait 2A R cosinus phi. Ok. Bon, maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous calculez le Laplacien de ce Laplacien. Donc, on est reparti. Vous calculez la dérivée du Laplacien de phi par rapport à R. Et là, vous trouvez moins 2A cosinus θ sur R carré. Vous calculez la dérivée de ce Laplacien de phi par rapport à la dérivée seconde par rapport à R, cette fois-ci. Vous allez trouver que ça fait plus 4A cosinus θ sur R cube. Vous calculez la dérivée du Laplacien de phi par rapport à θ, moins 2A sinus θ sur R. Et enfin, la dérivée seconde par rapport à θ de ce Laplacien. Et là, vous allez trouver moins 2A cosinus θ sur R.
Vous reprenez la définition du Laplacien qui est ici. Sauf que ce n'est pas le Laplacien de phi, mais c'est le Laplacien du Laplacien de phi. Et vous additionnez tout, et vous trouvez que ça fait 0. Donc là, ça va un peu vite, hein, donc n'hésitez pas à refaire les calculs. Vous allez trouver qu'effectivement, ça vaut 0. Donc, à partir du moment où vous avez fait ce calcul-là, eh bien, vous pouvez maintenant calculer, grâce à la relation que j'ai notée ici, étoile, vous allez pouvoir calculer le tenseur des contraintes. Et donc, vous allez trouver que sigma va être égal à sigma RR, donc 2A cosinus θ sur R, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, et donc là, je suis dans EI tensoriel EJ, IJ variant de R, θ à Z. Ok, jusque-là, il n'y avait pas tellement de difficultés, c'était juste l'application du cours. Donc derrière, eh bien, on va pouvoir passer à l'application. Et l'application, ici, c'est une charge unique sur un massif semi-infini. Alors, on y va. Je vais faire l'application. Enfin, je vais commencer cette application-là, mais je pense qu'on ne fera pas l'autre. Hein. Application 1, donc c'est charge linéique sur un massif semi-infini. Alors ça, c'est un problème qui est très intéressant pour les gens qui font du contact. Ils ont souvent cette modélisation-là. Donc c'est un bloc, comme vous avez sur la figure. C'est un bloc d'un matériau solide sur lequel vous allez appuyer avec un champ de pression P. Et une fois que vous avez appuyé sur le champ de pression P, vous allez regarder la répartition des contraintes à l'intérieur de ce massif semi-infini. Alors on dit qu'il est semi-infini parce qu'il n'y a rien au-dessus, hein, il y a du vide. Et par contre, il est infini dans toutes les directions sauf B. Donc du coup, la première question qu'on vous demande, c'est est-ce qu'on est en élasticité plane? Il se trouve qu'on a une dimension qui est très petite devant les autres, hein. Très petite devant les autres, c'est B. B, en fait, est tout petit par rapport à l'infini, forcément. Ensuite, la répartition de la charge P, là, la répartition de la charge P, si vous regardez bien, elle ne dépend pas de X3. C'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à E3, donc elle ne dépend pas devant X3. Donc P ne dépend pas de X3. Alors, s'il dépendait de X3, on ne pourrait plus faire un calcul en élasticité plane, parce que forcément, il serait variable en fonction de la position X3. Donc, si on veut être en élasticité plane dans le plan E1, E2, il ne faut pas que nos variables dépendent de X3. Ensuite, une fois qu'on a ça, ici, ça c'est simplement pour dire que le potentiel va être égal à 0, car on va négliger en fait les forces de volume. Donc, il n'y aura pas de force de volume. On ne va pas prendre, par exemple, en compte le poids propre du massif semi-infini. Et enfin, on va alors faire une hypothèse. On va dire que notre tenseur des contraintes, en fait, ne dépend que de la position x1, x2. Donc, c'est exactement comme pour le chargement. On va dire qu'il ne dépend pas de x3. Et ça va nous entraîner que epsilon, également, ne va dépendre que de x1 et x2, donc pas de x3. Donc, si on fait ça, eh bien, effectivement, on peut faire l'hypothèse qu'on est en élasticité plane. Et lorsqu'on est en élasticité plane avec une dimension très inférieure aux deux autres, eh bien, ça veut dire qu'on est en contrainte plane. Contrainte plane, donc suivant le plan E3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir que des composantes dans le plan E1, E2.
Donc, on n'aura que des composantes dans ce plan-là. Et ça va entraîner, par exemple, que sigma 1,3, sigma 2,3, sigma 3,3, tout ça, ça va être égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qui va nous permettre donc de déterminer effectivement le fait qu'on est en élasticité plane et en contrainte plane. Donc ça, c'était donc la première question. La deuxième question, c'est les conditions limites en chargement. Donc ces conditions en limite en chargement, entre autres, vont par exemple nous montrer quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Définir les conditions limites du problème, c'est-à-dire en fait les vecteurs contraintes. Non, en fait, ils ne nous demandent rien de résoudre, ils nous disent simplement de définir donc effectivement les conditions aux limites du problème. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est une condition limite qui n'est pas si simple que ça, mais il faut absolument qu'à l'infini, sigma et epsilon soient nuls. Donc ça, c'est une condition limite importante. Hein. Il faut qu'à l'infini, sigma et epsilon égale un tenseur nul. Donc ça, c'est la première condition limite. Ensuite, on a un cas un peu bizarre pour x1 égale 0. Si vous regardez bien notre tenseur des contraintes, là, il se trouve qu'il est en 1 sur R. Donc si vous êtes effectivement en x1 égale 0, donc x1, x2 égale 0, et bien en R égale 0, vous allez avoir un petit problème. Donc ce qui se passe, c'est que sigma n'est pas défini. Là, j'ai fait une petite boulette. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Et voilà. Et bien, en fait, sigma n'est pas défini. Alors, c'est pas vraiment une condition limite, mais il n'empêche qu'il faut en tenir compte parce que effectivement, on aura un petit problème lorsqu'on va faire des calculs en ce point-là. Donc peut-être qu'on ne connaîtra finalement jamais l'état de contrainte en ce point-là. Ensuite, vous avez deux points qui sont marqués sur la figure. Il y en a un qui est noté M étoile étoile, c'est celui qui est à gauche, et M étoile. Donc on va regarder ce qui se passe dans ces deux points-là d'un point de vue condition limite. Donc le point M étoile, en fait, c'est coordonnées, c'est R, voilà, c'est quel que soit en fait le rayon petit r, sauf R égale à 0, hein, bien sûr, ça vous l'avez compris, et θ est en pi sur 2. Donc à ce moment-là, en ce point-là, eh bien, je dois avoir T, mon vecteur contrainte, qui est égal à sigma fois n, qui doit être égal à TD, et comme c'est une surface libre, ça doit être égal à 0. Donc ça, c'est quelque chose d'important. De l'autre côté, donc en M étoile étoile, c'est-à-dire que je suis en R, mais en moins pi sur 2, eh bien, de la même façon, mon vecteur de contrainte sigma scalaire n doit être égal à TD et doit aussi être égal à 0. Voilà, donc ça, ce sont donc mes expressions de mes vecteurs contraintes en haut et en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut regarder? Alors après, dans la correction G, ils vous disent, ouais, c'est pas si évident que ça, mais ils vous disent de calculer le vecteur contrainte. Donc pourquoi pas, on peut le calculer. Hein. Mais je vois pas bien à quoi ça sert à ce niveau-là. Donc, bon, on peut y aller, puisqu'après, on va en déduire des conditions limites. Donc, pour le premier, ici, là, voilà, ça va nous donner que, donc ici, en fait, le n, c'est égal à Eθ. Alors, ça, c'est le n du point M étoile, hein, c'est égal à Eθ. Donc, mon vecteur contrainte T que j'ai là-haut, il va être égal à sigma, donc en R, mon tenseur sigma en R pi sur 2 multiplié par Eθ. Voilà, et donc ça va me faire, alors c'est un peu lourd comme notation là, sigma R, je ne vais pas le remettre à chaque fois, c'est en R pi sur 2, hein. Ça c'est porté par ER, plus sigma θ, pareil, R pi sur 2 porté par Eθ. Voilà, donc ça c'est mon vecteur contrainte. Sur l'autre point,
j'ai n étoile étoile qui va être égal à moins Eθ. Et là, donc, T, ça va être égal à sigma en R moins pi sur 2, scalaire, hop, pardon, scalaire moins Eθ, c'est ma normale, et donc ça fait moins sigma R θ, paf, paf, ER, moins sigma θ θ, toc, toc, Eθ. Voilà, ça ce sont mes deux vecteurs contraintes. Voilà. Et puis après, eh bien, après c'est tout. Ok. Alors ensuite, montrer que phi conduit à la solution. Eh bien, ça revient à montrer que le tenseur des contraintes respecte. Alors, c'est pas la peine de calculer sa divergence, etc., parce qu'on sait que ça la respecte, mais il faut montrer qu'effectivement, eh bien, ça vérifie les équations d'équilibre et que ça va vérifier les équations de complétuité, mais ça on a déjà vu, et surtout que ça vérifie les conditions aux limites. Donc, effectivement, vous faites le calcul et vous allez montrer qu'il va falloir donc trouver les conditions, ça va vérifier les conditions aux limites directement, comme on vient de le faire. Je ne comprends pas la question en fait. Montrer que phi peut conduire à la solution du problème, j'avoue que je ne sais pas répondre correctement à cette question-là, puisque pour moi, c'est une évidence, vu qu'on est parti de phi fonction d'Héry, et que cette fonction, bah, effectivement, va vérifier les conditions aux limites, les équations d'équilibre, les équations de compatibilité. Donc, j'avoue que je ne comprends pas trop la question, là. Voilà. Donc, à mon avis, le seul truc qui nous reste, finalement, dans la question C, c'est que bah, on ne sait pas ce que vaut A. Voilà. Donc A, eh bien, il va falloir le déterminer. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas, malheureusement, faire ça. On ne peut pas, en fait, faire sigma en A fois n. Donc, entre autres, alors il y a deux indéterminations. C'est que n en A, il peut valoir soit moins Eθ, soit plus Eθ. Donc, c'est une première indétermination. Et puis, bah, le problème, c'est que ça, en A, c'est indéterminé aussi. Le seul truc qui est déterminé en A, c'est TD, puisqu'en fait, TD, si vous regardez bien, c'est égal à P. C'est-à-dire ma pression suivant l'axe E1. Donc, du coup, bah, je ne peux pas, en fait, trouver A avec cette condition limite-là. Donc, pour pouvoir trouver A, ce qu'on va faire, c'est que on va isoler un morceau, ici, de notre massif. Voilà. Voilà, je vais le faire en bleu, bon, c'est pas grave, il sera vert. Donc, je veux isoler un morceau de mon massif. Et si je l'isole, ça veut dire que, hop là, voilà, maintenant il est comme ça. Il est complètement isolé. Et je vais regarder l'équilibre, en fait, sur ce massif. Alors, qu'est-ce qui le maintient en équilibre, ce massif? Eh bien, il y a P, dans ce sens-là. Et puis, partout ici, là, eh bien, il y a mes vecteurs contraintes. T. Et donc, il faut que les deux soient en équilibre. Sinon, en fait, mon massif, ma petite lunule que je viens de découper, là, ne serait pas en équilibre. Donc, on va calculer T. Alors, déjà, première chose, si vous regardez bien, le vecteur normal sur cette surface-là, c'est ER. Donc, du coup, on va calculer le vecteur contrainte. Alors ici, on va dire par exemple que je suis obligé de le spécifier puisque je suis en train de faire une découpe, hein, donc il va falloir que je spécifie que je découpe avec un rayon grand R. Eh bien, on va donc faire on va calculer en fait le vecteur contrainte sur cette surface-là. Alors, faites attention, la surface que je suis en train d'étudier, en réalité, on ne la voit pas là, elle est sur la tranche. Hein. On va que je fasse un dessin en 3D et la petite surface que je suis en train d'étudier, elle est comme ça en fait. Hein. Voilà, ça c'est ma petite surface élémentaire que je suis en train d'étudier qui a pour normale ER. Donc là, je vais pouvoir calculer un vecteur contrainte en R θ pour la normale ER. Donc ça, si je fais ça, ça veut dire que j'ai sigma fois ER.
Et là, je vais trouver donc sigma RR suivant ER plus sigma θ R suivant Eθ. Et donc ça, c'est valable, ce vecteur contrainte-là, il est valable quel que soit le point que je considère sur cette ligne nulle. Donc ça veut dire que quel que soit θ, élément de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Je vais calculer la résultante des efforts internes. La résultante des efforts internes, donc comme d'habitude, ça va être l'intégrale sur toute ma surface de T, R, θ, ER, ds. Donc, si je fais le calcul complet, c'est l'intégrale de 0 à B. B, c'est, vous connaissez, c'est la longueur en fait de mon massif, ici, c'est B. C'est l'intégrale de 0 à B, de l'intégrale de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, de ce vecteur contrainte T, R, θ, ER. Alors, le ds, je peux le remplacer tout de suite, tant qu'à faire. Donc, le ds, il vaut R dθ dx3. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir donc trouver ma résultante des efforts internes. Je continue à développer. Je remplace simplement sigma RR par sa valeur. Et quoi d'autre? Et sigma θ par sigma θ R par sa valeur. Ok. Je vois pas, en fait, sigma θ R θ, il est nul, donc j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il est là, mais bon, pourquoi pas. Donc moi, je vais l'enlever, parce que en fait, les seules composantes non nulles que j'ai ici, c'est sigma RR. Donc je n'ai pas de sigma θ R. À moins que je me sois trompé, je vérifie. Non. Donc, ok. Du coup, ma résultante des efforts internes, ça va être B, il n'y a rien qui varie en fonction de x3, moins pi sur 2 à plus pi sur 2, de finalement uniquement sigma RR de R θ ER. Voilà, R dθ. Alors là, il y a un petit problème, c'est que je ne peux pas calculer une résultante si je suis dans un repère mobile. Or, ER, là, oui, c'est ça. ER, le problème, c'est qu'il bouge. Donc, je ne peux pas calculer ma résultante. Je ne peux pas calculer ma résultante dans ce repère. Donc, il faut absolument que je passe, en fait, ER dans un repère fixe. Donc, il se trouve que ER, ici, alors, si je ne me trompe pas, ER, ça doit être cosinus θ E1 plus sinus θ E2. Est-ce que c'est juste? Ouais, c'est pas mal ça. Donc du coup, je réécris tout ça, mais je vais basculer ER dans le repère cosinus θ E1 plus sinus θ E2. Et là, quand je vais intégrer, par contre, eh bien, je vais être dans un repère fixe, c'est-à-dire que ma résultante, là, au lieu d'être dans le repère ER, Eθ, etc., elle va être dans le repère E1, E2. Donc là, ça va fonctionner. Donc, si vous faites le calcul complet, vous allez trouver que ça fait B, facteur de l'intégrale à moins pi sur 2 à plus pi sur 2 de 2a cosinus θ sur R, sur grand R, pardon, parce que je suis en petit r égale grand R, cosinus θ R dθ. Ça, c'est la composante suivante E1, plus, en fait, la même chose, sauf que c'est la seule différence avec le sinus. 2a cosinus θ sur grand R, sinus θ, cette fois-ci, grand R, dθ. Et tout calcul fait, vous allez trouver que ça vaut A, B, pi, suivant E1, puisqu'en fait, excusez-moi, j'ai oublié de mettre ici que c'était suivant E2. En fait, le terme suivant E2 va s'en aller, donc il va nous rester plus que A, B, pi, E1. Donc, finalement, eh bien, j'ai la somme des efforts qui est égale à 0 sur ma lunule, sur mon petit bout de cylindre de massif semi-infini.
mon petit bout demi-cylindrique. Donc la première composante, c'est P, ma pression, fois la longueur qui est portée par E1, plus ce que je viens de trouver là, AB pi E1, et ça doit être égal à 0. Donc ça veut dire que A égale moins P sur pi. Voilà, donc ça c'est un cas un peu spécial où on ne peut pas déterminer les constantes du tenseur des contraintes qu'on a choisi, uniquement par l'équilibre sur les faces, mais on est obligé de faire un équilibre global pour pouvoir déterminer en fait cette constante. Bon, je vais arrêter là, puisque je vois que c'est déjà 4h moins 5. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Donc, une fois que tout le monde vous partir, il y a Batou Minsa qui a une question, donc je vais répondre bientôt à la question. Simplement, je voulais vous dire que c'était un plaisir de vous retrouver tous les vendredis. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous pour la suite et que vous allez bien réviser pour avoir de très bonnes notes sur cet examen, puisque la mécanique des solides n'est pas une matière si difficile que ça. C'est un petit peu calculatoire, mais dans l'ensemble, c'est quand même relativement facile si vous avez compris les grands principes. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon courage pour la suite, un bon week-end, et puis peut-être à l'année prochaine pour les gens que je verrai, par exemple, en CE. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tous et Mitsa, je réponds à ta question.